Monsieur Jean-Félix Akindo, c'est un plaisir de venir chez vous. Je suis dans la rubrique de ce que j'appelle Et si Makwa m'était compté, tout ce qu'on sait sur Makwa, ça peut être les écoles, le district. Aujourd'hui, on veut parler du séminaire Saint-Pédis de Makwa. En votre qualité d'ancien séminariste, ce nom de séminaire Saint-Pédis de Makwa, ça vous évoque quoi? Oui, le séminaire Saint-Pédis de Makwa, ça évoque toute une tranche de ma vie. Hein. Donc, à travers l'instruction que j'ai reçue, l'instruction scolaire, la formation religieuse également, hein, parce que un séminaire, c'est fait pour former des personnes destinées à devenir prêtres. Hein. Donc, ça, c'est le but d'un petit séminaire, parce qu'on commence par le petit séminaire, puis ensuite on entre au grand séminaire, puis on devient prêtre. Donc bon, alors ça m'évoque également des amitiés que j'ai contactées depuis de longues années, donc des personnes qui sont devenues quasiment de ma famille, hein, ce sont des frères. Hein. Et puis ça m'évoque également de la rigueur dans le travail, hein, donc une formation très consistante, hein, donc qu'on découvre a posteriori, vu les éloges qu'on nous fait en général. Hein, donc on se rend compte qu'on a reçu une formation assez consistante d'un point de vue du bagage scolaire. Voilà. Hein, ça m'évoque ça. Donc bon, moi je suis entré au séminaire, pour entrer au séminaire, ça se fait sur la base de concours. Hein. Donc à l'époque on organisait des concours dans chaque diocèse, dans chaque ville de chaque diocèse, et sur tout le nord de la République. Donc le séminaire de Makwa recevait les élèves de tout le nord de la République en partant du plateau Batéké jusqu'à Ifondo. Alors donc nous on a passé un concours. Hein. Donc avant on était servant de messe, donc on avait déjà des contacts avec les prêtres, et puis aussi les contacts au niveau familial. Donc je peux dire aujourd'hui que si je suis entré au séminaire, c'est pas forcément uniquement grâce au concours, mais c'est également par rapport aux relations, aux très bonnes relations avec mes parents qui font que je suis entré au séminaire. Donc après le concours, il y avait au moins 2 ou 3 par ville qui étaient sélectionnés. Donc ça faisait donc l'année où on entrait en 6e, le concours c'était un concours pour entrer en 6e. Donc il y avait un effectif en début d'année autour de 25 élèves. Hein. Et bon, maintenant, il y avait un casting très sévère, c'est-à-dire qu'à la fin du premier trimestre, il y en avait qui étaient renvoyés, chez eux, parce qu'on était très exigeants au niveau de la formation. Donc il y en avait au moins 4 ou 5 qui étaient renvoyés, qui étaient renvoyés chez eux, et puis les autres continuaient. Donc ça restait un effectif autour de 20, donc, qui poursuivaient leurs études jusqu'au petit séminaire. Donc je suis resté au petit séminaire de Makwa jusqu'en classe de première. Hein. Et puis après la classe de première, donc je suis entré, nous sommes allés au lycée central, donc on nous a laissé un temps de latence pour réfléchir si on envisageait de continuer au grand séminaire ou pas. Donc à ce moment-là, il y a un seul d'entre nous qui a choisi de poursuivre, c'est le père Jean-Roger Ndombi, hein, donc qui entre au grand séminaire. Bon, nous, finalement, on n'a pas opté pour ce choix. Voilà. Donc, alors pour dire, quand on entre en 6e, alors toutes les personnes qui entrent au séminaire, on se réfère par rapport à la direction. Donc nous, on est entré au séminaire sous la direction du père Véran. C'est une personne qui nous a beaucoup marqué, donc qui est arrivé au Congo et qui s'est occupé que des problèmes d'éducation. Donc il n'a pas exercé son ministère un peu comme les autres. Lui, il s'est occupé que des problèmes de scolarité et d'éducation. Bon, je crois savoir qu'avant le père Véran, il y avait eu, je crois, le père Ondia, et je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, mais jusqu'au père Véran, jusqu'à la direction du père Véran, donc il y avait eu le père Ondia, et nous on a eu le père Véran, puis ensuite il y a eu l'abbé Mopiako, puis ensuite les autres. Hein. Bon, donc nous, notre séjour au séminaire a été marqué par la direction du père Véran. Donc bon, maintenant, quand le père Véran est parti, il y a eu l'abbé Mopiako. Bon, l'abbé Mopiako, je pense qu'on a dû passer 2 ans avec lui, mais le père Véran avait une personnalité tellement forte que finalement, il éclipsait un peu tout le reste. Hein. Alors, pour dire que c'était quelqu'un physiquement qui était assez corpulent. Donc, pour un prêtre, il avait un langage assez, je dirais,
il parlait un peu en argot. Hein, donc, par exemple, son jurant, le jurant qui revenait le plus, il disait bordel, par exemple. Alors, quand ça se passait devant une religieuse, vous imaginez un peu ce qui pouvait se passer. Et puis, bon, il dit, il y a de quoi se battre le cul par terre jusqu'au sang, par exemple, des expressions comme ça. Hein. Alors, donc, c'était quelqu'un qui était d'une humeur très variable. Donc il pouvait être très jovial, puis dans l'instant qui suit, piquer une colère. Et quand il piquait une colère, c'était spectaculaire parce que ça s'entendait à 500 mètres. Donc nos petits frères qui allaient à l'école primaire ou au lycée, donc ils nous voyaient en train de se faire engueuler hein, pendant le cours du Père Véran. Il arrivait quelquefois qu'il se trompe de classe. Hein, parce qu'il nous enseignait les maths, le français. Le français, il nous a fait le français et le latin en 6e. Et puis après les maths. Les mathématiques. Donc, il arrivait qu'il se trouvait en classe de 5e, il croyait être en classe de 4e. Donc, il nous interrogeait sur une leçon de la 4e et on se faisait enguirlander sévèrement jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il s'est trompé de classe. Donc, alors, surtout, l'épreuve le plus difficile, c'était les cours de géométrie. Hein, parce qu'il commençait par donner les consignes faites-moi un point d'une droite à machin truc, ou les angles internes. Et dès qu'on coinçait sur une définition qu'on ne maîtrisait plus, alors là, il piquait une colère et il dit tu me gâteras 500 fois la définition de ceci, cela. Voilà. Donc, pour ce qui se passe par rapport à la 6e, par rapport à la classe du 6e, alors il avait un principe, le Père Véran. Donc, jusqu'à Noël, il ne faisait que une mise à jour, une mise à niveau des connaissances en grammaire. Hein. Parce que pour aborder le latin ou pour aborder le grec, il faut bien maîtriser la grammaire française. Donc jusqu'à Noël, il faisait une sorte d'aggiornamento des connaissances, donc une mise à jour des connaissances. Et on démarrait le latin qu'à partir du mois de janvier ou en fin décembre. Donc ceux qui ne tenaient pas la route, donc ils se donnaient le temps pour rehausser le niveau de tout le monde, parce qu'on arrivait de l'école élémentaire avec des connaissances plus ou moins lacunaires. Donc alors lui, il s'arrangeait pour mettre notre niveau en grammaire, conjugaison, analyse logique, pour bien aborder le latin. Maintenant, ceux qui ne tenaient pas la route, il les renvoyait. Donc, ils renvoyaient à Noël, il y en a qui rejoignaient leur ville, ceux qui ne tenaient pas la route. Et puis les autres continuaient. Donc il y avait un système de contrôle très sévère au niveau des études. Hein. Donc chaque jour, on pouvait être interrogé sur n'importe quoi. Donc ça donnait une moyenne en fin de semaine, ce qu'on appelle la moyenne des leçons. Hein. Donc il y avait une moyenne qui était proclamée tous les dimanches avant d'aller à la messe, hein, en leçon. Donc on avait une moyenne. Donc, si on n'avait pas bien tenu, on n'avait pas bien appris ces leçons, donc la moyenne baissait. Et puis il y avait une autre moyenne de ce qu'on appelait les devoirs. Donc les devoirs, chaque jour on avait un devoir. Par exemple le mardi, je me rappelle, c'était les mathématiques. Le lundi, c'était la grammaire. Le mercredi, c'était une autre matière, ainsi de suite. Donc il y avait un calcul de moyenne chaque semaine et c'était proclamé le dimanche matin avant d'aller à la messe. Donc le dimanche matin avant d'aller à la messe, c'était une épreuve terrible, parce qu'on récapitulait un peu toute la semaine. Bon, il y avait une note de conduite, hein, donc, où on évaluait votre comportement, si vous avez fait des bêtises pendant la semaine. Donc il y avait une note, la note la plus qui terrorisait le plus, c'était le 3 de conduite. Parce que si dans l'année on avait 2 ou 3 de conduite, on était renvoyé. Hein, donc quand on faisait une bêtise assez grave, hein, donc ça faisait un 3 de conduite. Sinon, bon, il y avait des notes 5, 6 de conduite, etc. Ou 2 de conduite, c'était un renvoi automatique. Voilà. Donc, il y avait aussi une composition qu'on faisait tout le trimestre. Donc, chaque semaine, on présentait une matière en composition. Et ce qu'ils appelaient, je crois, excellence ou diligence, je ne me rappelle plus. Puis, il y avait une composition de fin de trimestre. Donc, ce qui fait qu'on avait une espèce de contrôle continu de connaissances qui nous obligeait à travailler régulièrement, hein, à être régulièrement sur la brèche. Et ce qui fait que dans la journée, on avait peu de temps pour nous-mêmes, hein, parce qu'on avait toujours des épreuves à préparer, même si on n'était pas dans une classe où on passait un examen style BEPC. Hein. Donc on avait toujours un programme très 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 chargé. Et dans le déroulement de la journée était très 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 réglementé. Donc c'était affiché. Donc on avait très peu de temps pour nous-mêmes. Hein. Donc il y avait aussi une grande importance accordée au sport également. Donc il y avait sport tous les jours. Voilà. Donc en termes de fonctionnement, alors il y avait un bâtiment qui était le bâtiment où habitaient les prêtres, hein, donc qui étaient nos professeurs. Bon, à part les prêtres, il y avait également des coopérants. Donc c'était des jeunes Français qui venaient en coopération.
Quelquefois, c'était des séminaristes, mais pas forcément. Donc, alors, eux, ils habitaient dans le bâtiment des prêtres. Et on avait créé un style d'administration qui fait que le séminaire pouvait fonctionner de manière autonome sans l'intervention des prêtres. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce, je peux comparer ça à un gouvernement. Donc il y avait ce qu'on appelait l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'était un peu, avait une fonction un peu de premier ministre. Hein. Donc c'est lui qui administrait un peu tout. Hein. Bon, en général, c'était parmi les séminaristes les plus âgés, donc ceux qui étaient en classe de première en général. Hein. Bon, à part l'auxiliaire, il y avait le chef de travail, qui est un peu l'équivalent du ministre du Travail. Hein. Bon, il y avait le popotier qui s'occupait de la popote, il y avait le sacristain qui s'occupait de la sacristie, il y avait le réglementaire qui s'occupait de ponctuer la journée en sonnant, donc en passant d'une activité à une autre. Bon, il y avait des fonctions comme lampiste, hein, celui-là il s'occupait de l'entretien des lampes. Bon, maintenant, la fonction la moins prisée, c'était disponible. Indisponible, donc c'était des gens corvéables à merci, donc qui, dès le matin, après la messe, donc qui désherbaient, hein, ou alors qui allaient puiser l'eau. Hein, donc voilà. Hein. Bon, il y avait le bibliothécaire également, hein, il y avait l'infirmier également. Donc, ce qui fait que c'est l'auxiliaire qui rendait compte au père Véran. Donc, qui s'occupait un peu de tout, des problèmes de discipline. Hein, donc, ça variait, c'est-à-dire qu'on pouvait être auxiliaire pendant un trimestre et puis après, il changeait, il mettait quelqu'un d'autre. Donc la préoccupation, c'est toujours de savoir qui devait être auxiliaire. Hein. Et selon que second était sévère ou pas, donc, parce qu'il punissait, il avait le pouvoir de punir également. Hein. Voilà. Donc ce qui fait que dans la journée, il y avait un style de fonctionnement assez autonome par rapport aux prêtres. Donc les prêtres et les profs, on les voyait uniquement, soit quand on faisait du sport, parce qu'il y en a certains qui faisaient du sport avec nous, ou soit pendant les périodes de cours, pendant les cours, parce qu'il y avait 4 cours de la matinée, et l'après-midi c'était consacré à l'étude, la première partie de l'après-midi, ensuite le sport, ensuite le bain, et ensuite devoir. Quand on faisait devoir, et après, bon, il y avait un moment d'abattement de 30 minutes, puis ensuite il y avait le dîner, et ensuite une petite étude de 30 minutes, et après on montait au dortoir. Hein, donc c'était ponctué comme ça. Mais comme on n'avait pas beaucoup de temps de la journée, on trichait, donc on attendait quand l'électricité était coupée, hein, le groupe électrogène était arrêté, on redescendait clandestinement travailler, hein, de la salle de classe avec des bougies ou des lampes tempêtes. Bon, les prêtres étaient au courant, mais ils faisaient fi de ne pas être au courant, hein, surtout quand on était dans une classe d'examen comme la classe de 3e. Hein, voilà. Donc il y avait ça. Alors, que dire encore donc, au niveau du père Véran, donc, il était très exigeant au niveau des études, très exigeant au niveau du comportement. Et il y avait également certains élèves pour lesquels il manifestait une certaine mansuétude c'est-à-dire qu'il laissait passer. Hein. Par exemple, je prends un ami comme Philippe Nyamayua, dont le papa était le chauffeur de l'évêque. Hein. Bon, c'était un garçon très remuant, hein, assez agité, très remuant. Bon, le père Véran, quand Philippe faisait des bêtises, il ne le punissait pas avec la même sévérité que les autres. Hein. Donc, il faisait un peu l'impasse sur ça. Donc, il avait une certaine mansuétude, il bénéficiait d'une certaine mansuétude de la part du père Véran. Bon, il y avait aussi une fonction qu'on appelait chambriste. Chambriste, on nettoyait la chambre d'un prêtre ou d'un coopérant. Hein. C'était une fonction qui était aussi assez prisée. Hein. Donc, on aimait être chambriste. Hein. Et voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres détails à voir? Hein? Oui, d'autres détails dans le sens que certains noms de certains professeurs, est-ce que le père Olichet, est-ce que tel père, vous l'avez eu, ou alors les vétérans, vous avez vu les vétérans partir, les bleus, si je peux dire, ceux qui sont venus appeler vous, quelques noms, hein, sans pourtant chercher à savoir ce qu'ils ont fait de bien et de mauvais. Quoi. Oui. Donc, à propos des prêtres, justement, pour parler du père Olichet, c'était le prêtre le plus ancien dans le diocèse. Hein. Il faut savoir que le père Olichet, c'est lui qui a baptisé le président Marien Ngouabi, hein, quand il était petit. Hein, donc c'est lui qui a baptisé le président Marien Ngouabi. Donc c'était la personne la plus ancienne. Hein. Bon, il était d'une constitution assez frêle. Hein. Il semblait ne pas avoir une bonne santé. Bon, il était aussi un peu porté vers la bouteille. Hein. Donc le père Olichet, c'est lui qui a planté beaucoup d'arbres fruitiers au séminaire. Hein.
Donc il y avait une caractéristique au séminaire, c'est qu'il y a beaucoup d'avocatiers, beaucoup de bananiers, beaucoup de papayers. Hein. Donc ce qui fait que la qualité des repas n'était toujours pas excellente, mais nutritionnellement, on était bien nourris parce qu'on avait beaucoup de fruits. Hein. Et donc il y a une référence identitaire chez les séminaristes hein, à propos du petit déjeuner. Au petit déjeuner, le petit déjeuner était assez sommaire. Hein. C'était du riz, un riz de qualité très moyenne, bouilli à l'eau, et puis le cuisinier mettait 2 ou 3 louches d'huile, hein, et puis on le mangeait, donc c'était quasiment immangeable. Donc on l'agrémentait avec des bananes douces. Hein. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut s'imaginer manger le riz avec des bananes douces, mais nous on le mangeait au séminaire comme ça, ou avec des avocats, hein, ou avec des safous. Donc on avait droit au café, hein, au café au lait avec du pain, que les jours de fête, le jour de Noël, hein, ou quand il y avait une fête, hein, importante, donc on avait un petit déjeuner amélioré, c'est du pain et du café au lait, hein, et de la confiture. Mais le reste du temps, c'était ce riz-là que nous, on appelait la fonda. Donc quand on voit tous les gens de ma génération, quand ils parlent de la fonda, c'est le fameux petit déjeuner avec le riz. Hein, avec le riz. Bon. Dans notre fonctionnement également, au niveau des séminaristes, il y a ce qu'on appelait le grand de mission. C'est-à-dire que nous, en fonction des districts d'où on venait, on avait un grand qui chapeautait un peu. Hein. Ça n'existait pas dans le texte, mais le fonctionnement était celui-là. Et notre grand de mission, nous qui venions de Makwa, c'était Moussa Pierre, hein, qu'on avait surnommé Mozart. Hein. Bon, il avait des références avec le grand artiste que par le nom, parce que pour ce qui est du reste, il se faisait respecter. Donc, quand on avait une embrouille avec quelqu'un d'autre, c'est lui qui intervenait, donc il rétablissait les choses. Hein. Donc, chacun se référait à son grand de mission. Voilà. Ça, c'était important. Hein. Et moi, les gens de ma promotion, il y a eu 2 prêtres. Il faut savoir qu'avant nous, le séminaire a produit très peu de prêtres. Parce que les premiers prêtres, c'était l'abbé Doba et puis l'actuel monseigneur Itois, hein, Hervé. Donc ça, c'était les premiers. Donc, mais pendant longtemps, le séminaire a fonctionné sans produire de prêtres. Donc, bon, il y a une bonne partie de l'élite du pays qui est passée par le séminaire, hein, donc, ou par le Juvénat. Hein. Par exemple, quelqu'un comme le feu ministre Antoine Dinga est passé par le Juvénat de Makwa. Hein. Donc, il y a des personnes qui ont été avant nous. Je crois savoir que Philippe Mvo, hein, qui a été ministre, a fait le séminaire de Makwa. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, bon, ce ne sont pas des personnes que j'ai connues. Donc, bon, maintenant, moi, les gens de ma promotion, il y a eu 2 prêtres. On croit qu'il y a un seul prêtre, mais en fait, il y en a eu 2. Il y a eu le père Jean-Roger Ndombi, hein, qui est jésuite, donc, qui était à Rome et qui est actuellement aux États-Unis. Puis, il y avait un autre qui a fait juste la 6e avec nous. Il s'appelle Lijo Hector. Hein. Alors, lui, il venait de Ouesso. Il a fait juste la 6e avec nous. Mais comme il avait des parents qui étaient originaires du Sud, après, on l'a basculé au séminaire de Mbamou. Hein. Donc, il y avait quand même déjà une répartition comme ça. Par contre, nous, on a reçu également des personnes qui venaient du séminaire de Mbamou parce qu'ils étaient originaires du nord de la République. Hein, voilà. Donc, il y avait ça. Donc, alors, Lijo, il est décédé il y a quelques années. Hein. C'est quelqu'un de notre promotion. Donc, ce qui fait que ma promotion a eu 2 prêtres. Et puis, d'autre part, les gens de ma promotion, ça a été une promotion où, au brevet, on a eu 100% au BPC. Donc, il y avait 100% d'admis, hein, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Donc, voilà. Et puis, bon, maintenant, des gens que j'ai connus, hein, il y a notre petit frère, Jean-Claude Ngakoso, qui est actuel ministre, qui est l'actuel ministre de la Culture. Hein. Bon, il y a eu aussi Médard Boya, qui a été ministre de la Santé. Hein. Donc, il y a des personnes haut placées, comme Aïssa Firmin, donc, qui est le directeur de cabinet actuel du chef de l'État, et puis il y en a des tas d'autres. Hein. Il y a des tas d'autres, donc, dont on ne se rappelle pas, hein, donc, qui sont à des postes bien placés. Donc, alors nous, ce qui nous revient, c'est qu'on dit que les personnes qui ont fait le séminaire, en général, ont de bonnes compétences rédactionnelles. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Mais nous, on n'était pas conscients, mais on nous dit qu'en général, nous, on rédige bien. Hein. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais c'est une tendance qui se dégage. En général, quelqu'un qui a fait des lettres classiques, le latin, le grec, a de très bonnes compétences rédactionnelles et qui sont admirées et qui sont appréciées dans les ministères. Voilà. Donc, il y a pas mal d'anciens séminaristes qui travaillent dans les ministères, hein, soit comme directeur de cabinet, comme ça a été Olan Zobo, hein, directeur de cabinet
de l'ancien ministre de la Défense, Ah, voilà. Donc des tas d'autres. Bon, en général, les compétences rédactionnelles sont bien appréciées. Mon frère également a été avec le ministre Osebi, Voilà, Pierre voilà. Rossetti. Voilà, Pierre Rossetti également. Voilà. Donc voilà. Et alors, nous, on avait des rapports avec le lycée, les lycéens. Les moments de contact, c'était surtout quand il y avait des séances de cinéma. Hein. Il y en avait au moins 1 ou 2 séances de la semaine, hein, donc des films qu'on a vus et revus. Le moment le plus important, c'est quand les bobines de films arrivaient. Ça arrivait du centre culturel français, donc le prêtre allait les chercher à l'aéroport. Donc on voulait savoir quel film est arrivé. Mais souvent c'était plus ou moins les mêmes qu'on revoyait de temps en temps de nouveau. Hein. Donc on a des films comme La Vache et le Prisonnier. Hein, Michel Strogoff, c'est ça? Il y a eu Michel Strogoff. Ça me rappelle. Il y a eu des tas de films. Alors c'était un moment intéressant parce que il y avait le tout venant, il y a ceux qui venaient du lycée, donc qui venaient assister aux séances de cinéma le soir. Il y avait également des personnes qui habitaient, qui venaient des Bongo ou même du reste de la ville de Makwa, qui venaient assister aux séances de cinéma. Donc pour nous, c'était un moment de contact où on était aussi un peu moins encadré. Hein. Il y en a qui resquillaient, qui allaient se balader de la ville pendant la séance de cinéma. Hein. Donc il y a un peu tout ça. Alors il faut dire que quand nous sommes entrés au séminaire, le règlement était assez dur, et puis bon, ça s'est assoupli un peu par la suite. On n'avait qu'une seule sortie par mois, et ça avait lieu, je crois, le premier mercredi du mois. Et la sortie, c'était après le repas jusqu'à 16h. Donc on avait juste le temps de courir, d'aller chercher quelque chose, de faire quelques emplettes de la cité, de revenir, donc de voir les parents, pour ceux qui avaient les parents sur place, et puis de revenir tout de suite. Bon, après, il y avait quelques sorties exceptionnelles. Par exemple, quand il y avait un grand match de football qui avait lieu au stade Monka à Makwa, on pouvait avoir l'autorisation de sortir, hein, mais c'était à négocier. Ce n'était pas forcément accordé. Hein. Bon, il y avait aussi l'équipe du séminaire, hein, donc on livrait des matchs avec d'autres équipes de Makwa. Hein. Donc, soit des matchs de football, soit des matchs de handball. Alors, ce que nous trouvions le plus dur, c'est qu'il y avait beaucoup de compétitions qui étaient organisées à Makwa à l'époque, au lycée Champagnat de Makwa. Il y a beaucoup de compétitions qui étaient organisées où les élèves arrivaient de toutes les villes du nord de la République. Hein. Il y a l'équipe de Wesso, l'équipe d'Ifondo qui pouvait arriver, de Mosaka, des plateaux. Et nous, il arrivait sauf que nous, on n'y assiste pas. Hein. Au pire, qu'on ait une composition, qu'on ait un examen à passer, pendant qu'il y avait un match de handball qui se jouait à 100 mètres. Donc c'était très dur pour nous. Hein. C'était très, très, très difficile. Hein. Donc voilà. Donc il y a un peu ça. Hein. Bon, après, ça s'est pas mal assoupli parce que finalement, après, quand nous étions en 3e, seconde, on sortait tous les dimanches. Il y avait sorti tous les dimanches. Hein. Donc, et puis, on pouvait aller passer les vacances au sein de la famille, alors que les vacances scolaires, on les passait au séminaire même. Voilà. Donc il y a un assouplissement au niveau de la réglementation, hein, donc, qui était quand même bien accueilli. Voilà. Alors, autre chose, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez certainement composé une des chansons qui se chantent dans toutes les paroisses de la République du Congo. Oui. Mais vous n'êtes pas reconnu comme tel. Ça, je peux vous le demander pour que vous me donniez la confirmation. Je sais, ça dit que ça s'est passé, je crois, quand on était en première. Hein, on essaie de composer des chants religieux. Hein, on essaie de composer. J'avais fait une première composition qui avait été tournée en ridicule par tout le monde. Hein, et puis après, j'ai pris ça comme un défi. Et puis j'ai fait une deuxième composition, hein, qui est un chant qui se chante à la communion en général. Hein. Donc, alors je dois dire que quand je suis allé à Brazzaville au décès de ma tante, donc pendant la messe précédant l'enterrement, donc alors mon chant était chanté mais tellement arrangé avec une polyphonie telle que je ne l'ai pas reconnu. Hein. Je me suis dit tiens, on dirait que je connais ce chant-là. Jusqu'à reconnaître que c'est mon propre chant, mais ça a été tellement travaillé, les paroles ont été modifiées, donc ça a été tellement mis en forme, je n'ai moi-même pas reconnu ma propre composition. Bon, maintenant, je n'ai pas poussé la curiosité pour savoir si on met la signature de la personne qui a composé, hein, je ne sais pas.
Oui, logiquement, vous devez vous inscrire à l'assassin. Ça doit être les Djanga, les Nwanga, Oui, voilà, c'est ça. Okondi, Watenge, Etinga, Nzawe. Bon, je ne suis pas un grand musicien, bon, j'en passe. Alors, une dernière question avant celle-là. Oui. Appelez-vous certainement, je dois rencontrer l'ambassadeur Jean-Marie Adouan, l'ambassadeur du Congo auprès de l'UNESCO à Paris. C'est aussi un ancien séminariste. C'est un promotionnaire de Monseigneur avec toi. Donc, j'en profite pour dire que l'ambassadeur du Congo en Éthiopie, c'est quelqu'un qui ma promotion, hein, c'est Lazare Makaya, hein, l'actuel ambassadeur du Congo en Éthiopie. Et puis bon, il y en a d'autres, hein, Osei Jean-Pierre, hein, qui était ambassadeur, qui a pas mal travaillé en Afrique du Sud, hein, Jean-Pierre Osei. Donc il y a Itoile Rigobert aussi, hein, il y en a pas mal qui ont des fonctions diplomatiques, hein, donc d'autres, il y a aussi des préfets comme Adzabi, hein, qui est préfet au sud du pays, hein, voilà. D'accord. Alors, la dernière question Oui. que tout le monde se pose, c'est des ragots, hein. J'ai posé la question, bon non, le journaliste qui m'accompagnait à Mako a posé la question à M. Itoile Philémon Yuka, que nous appelons effectivement par le vieux Ongula. Oui, nous on l'a connu, hein, quand on était au séminaire. Hein. À l'époque, c'était un grand militant. Hein, hein. Il était assez dynamique. Hein, c'était un grand révolutionnaire à l'époque, hein, assez syndiqué. Hein, voilà. Bon, est-ce que pendant vos baignades, vous traversez l'école primaire Saint-Pierre, oui. Vous traversez la résidence des frères, voilà, Mariste. Les frères Maristes. Hein. Donc, en général, c'était les Canadiens, les Québécois. Oui. D'accord. Donc vous arrivez derrière la résidence, vous avez la rivière de la Lukwala Mosaga qui coule par là, oui. Et c'est là où vous lavez, où vous baignez. Oui. Est-il vrai que sous l'eau, sous cette rivière, est enfouie où a été scellée la statue de la Sainte Vierge Marie pour soi-disant protéger ceux qui venaient se laver ou protéger la ville de Makwa? Bon, on le dit depuis qu'on est gamin, on l'apprend. Oui. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, nous, quand on était au séminaire, ou même quand on était à l'école primaire, hein, parce que moi je fais l'école officielle, puis un moment, mes parents m'ont déplacé, ils m'ont mis à l'école Saint-Pierre, hein, juste avant la nationalisation. Hein. Donc moi j'ai fait le CM1 à l'école Saint-Pierre, hein, et puis l'année suivante, je crois qu'il y a eu la nationalisation de l'enseignement, qui a été une grande catastrophe pour la ville de Makwa, hein, parce que tous les projets qui étaient prévus, il était déjà, dans les papiers, il y avait déjà le projet de construire une université à Makwa, hein. Donc tout ça, ça a été gelé. Donc Makwa, c'est, je crois, la ville qui a le plus souffert de la nationalisation de l'enseignement. Parce que le Juvénat a disparu. Hein. Donc il n'est resté que le petit séminaire de Makwa, hein, en termes d'établissement privé. Tout le reste a été balayé. Et donc, bon, malheureusement, l'État congolais, avec les petits moyens dont il disposait, n'a pas pu assurer comme les religieux assuraient à l'époque. Hein, parce que c'était les frères maristes canadiens, essentiellement, qui géraient le collège Champagnat, le lycée Champagnat de Makwa. Voilà. Donc, alors, pour revenir à ce sujet-là, donc vous remarquerez que quand on quittait le séminaire pour aller à l'église Saint-Pierre, donc on arrivait au niveau de l'école Saint-Pierre, hein, donc il y avait une grotte, hein, il y avait une grotte en pierre avec la statue de la Sainte Vierge, et les mamans, quand elles allaient dans leur champ, hein, quand elles allaient travailler dans leur champ, s'arrêtaient pour prier devant cette grotte-là. Attends, je vous interromps. Oui. La statue de la Sainte Vierge, la statue de Saint-Pierre. Non. À l'école. Là, c'était la Sainte Vierge. Ah, c'est une statue de la Sainte Vierge. Hein. C'était une grotte, un peu comme, je crois, ils avaient essayé de copier un peu la grotte Massadiel de Lourdes, hein, là où on va en pèlerinage. Et là, c'était vraiment la statue de la Sainte Vierge, hein, qui est restée, même, je crois, quand nous quittions le séminaire, parce que moi, j'ai quitté le séminaire de Makwa, je crois que c'est l'année 71-72, je pense, ou 72-73, je ne me rappelle plus exactement. Cette statue-là était encore là. Hein. Donc, bon. Il y avait cette statue-là qui existait, qui était là. Et ensuite, on nous racontait que ce qui était béni et enfoui dans la rivière, hein, c'était la statue de Saint-Pierre.
En tout cas, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais en tout cas, c'était raconté. Hein. Bon, j'avais encore quelques contacts avec le père 10 il y a quelques années, juste avant son décès, mais j'ai oublié de lui poser la question, hein, parce qu'il m'aurait répondu, il m'aurait donné la réponse exacte par rapport à ça. Hein. Donc, il y avait cette histoire qui faisait que, je ne vous raconte pas d'histoire, hein, il y avait à Makwa, l'une des formes de disparition les plus répandues, c'était des disparitions par noyade. Hein. Donc, au port de Makwa, hein, pour aller de l'autre côté, il y avait beaucoup de morts par noyade là, hein, donc au port de Makwa, là où il y a maintenant le pont. Hein. Avant, il y avait un bac, mais les enfants, quand ils venaient se baigner là, il y avait pas mal de noyades. On racontait que c'était le vieux Ebila qui gérait un peu ce port-là, qui serait un peu à l'origine de ça, hein, parce qu'il avait la réputation d'être un grand sorcier. Mais on disait qu'il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas de mort par noyade au port, donc la petite plage où on venait nous baigner, hein, parce que c'est un port qui a été béni, donc en principe ça a neutralisé toutes les fétiches éventuellement. Bon, mais n'empêche quand même que pendant que nous étions au séminaire, il y avait quand même un mort là, accidentellement. C'était le neveu au proviseur du lycée, hein, un proviseur du lycée que j'ai connu, que j'ai eu par la suite d'ailleurs comme prof à la fac de Brazzaville. Hein. C'était M. Bello. Hein. Je crois qu'il avait un neveu qui était décédé accidentellement là. Donc ce qui fait que ça a donné quand même un sacré coup à l'image de Saint-Pierre qui protégeait le port. Même si, bon, c'est quand même une mort accidentelle, ça peut arriver. Hein. C'était pas par sorcellerie. Hein. Parce qu'en général, quand on mourait de noyade à Makwa, hein, c'était une mort par sorcellerie. C'est comme ça que c'était vu. Hein. Donc bon, mais la statue de Saint-Pierre, normalement, était censée avoir neutralisé toutes les agressions kabbalistiques qui pouvaient se produire par là. Donc voilà. Mais c'est une histoire qui se racontait. Mais bon, nous, on n'a jamais vérifié, mais ça se racontait que une statue de Saint-Pierre a été immergée là. Bon, il y a un autre fait aussi, c'est que bon, de tout notre temps, notre séjour au séminaire, la messe du dimanche ou les messes des jours de fête se faisaient à l'église Saint-Pierre. Hein. Donc, il y avait une architecture gothique très prisée. Hein. Bon, malheureusement, vers les années, au milieu des années 70, l'église Saint-Pierre a été plus ou moins à l'abandon. Hein. Et finalement, ça a commencé à être rangé par les termites. Hein. Donc, bon, nous, quand nous quittions, il y avait encore des tuiles. Hein. L'église était entière et elle aurait eu besoin simplement d'une rénovation. Malheureusement, ça a été plus ou moins abandonné et finalement c'est un bâtiment qui s'est malheureusement qui est tombé en ruine et ils ont prélevé des briques pour construire d'autres édifices et il est resté que le clocher, hein, que vous connaissez. Voilà. Donc bon, maintenant il y a un fait qui s'était produit la dernière année où nous étions au séminaire. C'était des lycéens qui étaient allés s'amuser dans l'église, hein. Donc ils s'amusaient à jeter un lasso et à tirer. Donc ils ont tiré la statue de Saint-Pierre qui est tombée, qui s'est cassée. Et dès ce moment-là, je crois qu'ils devaient être trois. Dès ce moment-là, on a considéré qu'ils étaient condamnés. Hein. Et après, les 3 sont décédés. Hein. Officiellement, ils seraient décédés un peu de malnutrition parce que les lycéens étaient assez mal nourris, en ce sens qu'ils mangeaient beaucoup de boîtes de conserve. Hein. Donc ils avaient des problèmes de scorbut. Hein. Donc officiellement, d'après ce que nous on a pu entendre, hein, c'était un problème de malnutrition, mais la réaction qui était là, hein, l'interprétation qui était là, ils sont morts parce qu'ils ont fait tomber la statue de Saint-Pierre. Hein. Et on raconte même que leurs parents, parce que ce n'étaient pas des personnes originaires de Makwa, leurs parents seraient venus essayer de demander pardon, essayer de s'excuser, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc il y a des faits qui se racontent comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Hein. On espère que votre témoignage servira aussi à édifier un certain nombre de jeunes Makwa, ceux qui sont nés à Makwa, ceux qui ont travaillé à Makwa. Bon, ben, ils auront cette vidéo-là, bon, peut-être dans un mois ou dans 2 mois. En tout cas, merci beaucoup. De rien, merci. Okay. Monsieur Luc Camille, toi, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de ce que nous sommes amenés à faire à Makwa, sous la rubrique « Et si Makwa m'était compté », j'aurais souhaité avec vous parler du séminaire Saint-Pédis de Makwa.
en votre qualité d'ancien séminariste, quand on parle du séminaire Saint-Pédis de Makwa, ça vous évoque quoi? Parler du séminaire Saint-Pédis de Makwa, je dirais le plus simplement du monde, ça a été et cela reste une grande école d'éducation. Une grande école d'éducation. Je suis arrivé dans cette école, je suis rentré en 1966. Mais avant cela, comme tout enfant de Makwa, je connaissais toute l'organisation qu'il y avait à cette cité de Bongo. Vous aviez le séminaire de Juvenal et le collège de Champagne. Je suis parti de là dans les années 70 en classe de 3e. Et comme l'autre a dit dans sa langue, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Parce que nous avons reçu dans cette école le père supérieur qui était là, le père Pierre Véran, qui pour nous était un bourreau quand on était au séminaire. Ah, c'était un bourreau. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir ce que nous pouvons dire de cet homme. C'est celui-là qui nous a forgés. C'est celui qui nous a façonnés. Et nombreux des séminaristes, d'anciens séminaristes que vous rencontrerez, vous diront la même chose. Nous sommes rentrés au séminaire, nous étions 32. De cette promotion, nous avons eu 2 prêtres. Le père Roger Ndombi, de la congrégation des Jésuites. Jean-Roger Ndombi. Jean-Roger Ndombi. Et l'abbé Lijo Hector, qui venait du département de la Bouenza. C'était pour nous quelqu'un qui venait de loin. Il ne parlait que français. Et même par ses allures, on lisait un étranger. Donc de cette promotion, nous avons eu 2 prêtres. Nous avions parmi les prêtres l'abbé, parmi les prêtres enseignants, l'abbé Paul Mopiako. C'était le seul noir parmi les prêtres blancs qui étaient là, qui s'occupait beaucoup du chant. Dans l'organisation que nous avions au séminaire, nous avions la journée, je ne vous parlerai que de la journée. Nous nous levions à 6 heures. À 6h15, il fallait être à l'église. Nous avions un robinet pour 70 élèves. Donc en 15 minutes, tu devais avoir pris ton eau au robinet, tu devais avoir fait ta toilette pour être à l'église à 6h15. Et après la messe, c'était les charges. Chaque élève devait se retrouver quelque part à la houe, en train de balayer une salle de classe, une chambre de prêtre. Ceux qui devaient aller prendre l'eau pour tout le monde, les popotiers qui étaient à la cuisine. Et les cours, vous aviez les cours de 8h à 12h. Après les cours, c'était le repas. Bien sûr, il y avait le petit déjeuner le matin. Le petit déjeuner qui était souvent composé de riz et de la banane. Banane douce qui accompagnait notre riz. Nous avions le lait, le Nescao, les jours de fête, avec beignets, confiture. Alors là, à Noël, vous aviez au moins du Nescao, des beignets à la confiture. Nous avions la radio le jour de dimanche.
le jour de dimanche, mais c'est tout le monde qui se retrouvait autour de la radio pour suivre toutes les émissions, surtout le sport l'après-midi. Nous sortions une fois le mois, le premier jeudi du mois, de 12h à 16h. Mais à 16h, il fallait que tu arrives déjà dans la salle d'études. Tu pouvais arriver à 16h au bout du séminaire. Mais le fait seulement de n'être pas dans la salle d'études, c'était suffisant pour que le mois prochain, tu ne sortes pas. Alors vous voyez comment cet enfant était façonné pour mettre la rigueur dans sa vie, dans ce qu'il faisait. Nous n'avions pas d'enseignants d'éducation physique et sportive, mais le sport était obligatoire. Le sport était obligatoire. C'est comme ça que le séminariste de cette époque-là jouait au football, au handball, au volleyball, au basketball. Parce que le chef de sport, quand il avait fait son planning, tu ne pouvais pas refuser. Quand tu étais placé au football, tu devais jouer au football. Quand tu étais au handball, tu devais. Ainsi, sans chercher une formation spéciale, bon, rien que par le mouvement des autres, nous nous formions dans toutes les disciplines sportives. Donc, vous voyez, cette formation complète pour rentrer dans la maxime de Juvenal, à savoir un esprit sain dans un corps sain, ou encore une âme saine dans un corps sain. Vous voyez donc, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que le séminaire a été pour nous et reste pour nous une grande école d'éducation. Et le séminaire, avec les informations que nous avons reçues, parmi les premiers élèves du séminaire, c'est encore à vérifier, vous avez le professeur Bokiba. Si c'est un ancien séminaire. Bien, c'est un ancien, mais il peut être parmi les tout premiers. Les tout premiers, mais enfin, c'est encore à vérifier. Et le séminaire, vous avez le ministre Florent Tchiba. Je le cite parce que cet homme, dans ses évocations, nous a appris beaucoup de choses. Vous aviez des élèves du séminaire qui ont composé des disques qui ont été chantés par les grands ensembles de la République démocratique du Congo. J'ai cité Loke Jazz. Des compositions qui ont fait fureur. Le ministre Tchiba nous parle de l'Alléluia du Messie. Comme pour rire, il vous dit, mais quand vous entendez l'Alléluia du Messie aujourd'hui, ça paraît comme un cantique nouveau. Mais lui, brave paysan, brave indigène sortant de l'Ekana, qui arrive à Makwa dans les années 57-58, à la tribune, il avait déjà chanté l'Alléluia d'Endel, l'Alléluia du Messie. Alors tout cela pour vous dire que le séminaire, encore une fois, une grande école d'éducation. Bien, je suis là, voici un peu les idées qui m'arrivent pêle-mêle. Il se pourrait que vous ayez besoin de précision encore. Je suis prêt à vous les fournir. J'ai insisté sur la partie de sport parce que c'est mon domaine. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la baisse du niveau du sport. Ben, vous vous rendez compte? À Makwa, nous avions déjà un complexe sportif qui pouvait permettre à l'enfant de connaître ce que c'est que le milieu du sport. Quand le détenteur du record du Congo au saut à la perche va à l'inauguration du stade Champagnat, mais dans tous les quartiers de Makwa, c'est Tchonjabeka et Papanga.
Tchondjabeka et Papanga. Quand Henri Elende saute à Makwa, dans tous les quartiers de Makwa, vous avez des sauteurs en hauteur. À l'époque, le grand style, c'était le rouleau ventral. Mais qui n'a pas fait le rouleau ventral à Makwa? Ce que difficilement on trouve aujourd'hui, même dans la capitale. Voir un enfant qui saute. Bon, bien sûr que le style aujourd'hui, c'est le fesse purée. Nous avons aujourd'hui le secrétaire général de la Confédération africaine de handball, Charles Oumbumaou, qui a ses débuts au terrain, qui est en face du séminaire de Makwa. Alors c'est des choses qui... tu prends mon téléphone, tu me suis. C'est des choses qui nous marquent, comme pour dire que tu as raison de revenir, de prendre ces témoignages, pour montrer que ce jeune, montrez-lui ce qu'il peut faire, il vous le fera. Vous passerez à Makwa, vous regarderez ce complexe sportif. Dans quel état il se trouve? Il paraît qu'il manque d'installations sportives au Congo. Oui, je vois. Mais qu'est-ce qu'on fait de celles-là qui existent? Ça, je ne parle que de Makwa. Et ça, Makwa est à 622 km de la capitale. Déjà dans ces années, l'enfant de ce village connaissait ces choses-là, connaissait Keino, connaissait Michel Jazzy, connaissait le journal Bingo. Et qu'est-ce que toute cette richesse est devenue? Alors, un élève de l'association vous a parlé, vous qui êtes là-bas, quelles sont les opportunités que vous pouvez offrir à ces enfants qui sont encore au village. Vous savez, hier, tous ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, c'était des braves paysans. Quand ils avaient le bac, on ne cherchait pas à savoir d'où tu sors, qui tu es fils de quel ministre, tu es fils de quel paysan. Vous étiez orientés. Et c'est ça qui a fait la force de ce pays. Mais aujourd'hui, sortir, ce n'est pas évident. Je vais vous arrêter par là. Ça va pas être l'objet de ce que je recherche. Toutes mes excuses, je voudrais simplement dire que l'enfant de Makwa, là, à qui on avait donné, vous-même, vous voyez ce que vous faites. Parce que vous croyez à l'éducation que vous avez reçue. Vous croyez à cela. Mais j'étais tout innocent là. Voici ce que je suis devenu. Et ces jeunes ne font que vous emboîter le pas. Tiens, voici ce que Sainte-Croix nous a donné. Bon, mais comment montrer au monde ce que nous avons reçu en braves paysans? Toutes mes excuses si j'ai voulu extrapoler, mais c'est croire en la richesse naturelle que nous avons dans nos villages. Et que vous qui vous retrouvez là-bas, devez croire à cela pour donner l'espoir à cet enfant qui traverse aujourd'hui encore. Il part de Makwa, de Brazzaville à Makwa en un jour. Mais hier, nous le faisions en une semaine. Bien. Maintenant, avec tout ce qu'on lui présente aujourd'hui, comment il peut exploiter cela? Voilà ce que je peux dire. Restons dans le cas du séminaire. Ouais. 2 questions qui vont suivre. Quels sont vos vétérans? Vous avez vu les vétérans? Vous avez vu les Bleus arriver? Vous pouvez citer quelques noms? Tout à fait. Je commencerai par quelqu'un qui m'avait beaucoup porté, Osei Jean-Pierre. J'étais tout gamin. Nous avions le phénomène de chouchou au séminaire. Et c'était comme mon parrain, c'était mon aîné. Mais à côté de cela, vous aviez le docteur Nyalabeka Honoré, vous avez Iboma Beka, vous aviez mon homonyme Itoua, pourquoi ce prénom devait m'échapper,
vous aviez bon, les Okinga, la différence c'est une classe, hein, Jean-François Okinga. Jean-François Okinga. Vous avez les Olanzobo, vous avez dommage que mon papier soit loin, mais enfin, vous avez ces noms-là. Maintenant, parmi ceux qui sont arrivés après moi, je pourrais citer les Bakinga Michel, vous aviez le ministre de la Culture, Ngakoso, est arrivé, j'étais déjà parti. Je le cite parce que j'ai lu un de ses livres en tout cas, tout séminariste devait se retrouver à travers son livre. Vous arrivez, souvent c'était votre curé qui vous accompagnait et qui vous laissait juste sous un safoutier là. Le reste c'était vous-même. Alors lui dans son roman, il marque la vie de cet enfant qui arrive pour la première fois au séminaire et qu'on abandonne. Et le reste, c'est en vestiaire, on t'indique ton lit, on te donne ta couverture, tes paquets de livres, tes cahiers, et voilà installé. Voici à peu près les quelques noms que je peux citer. Alors, nous avions, pardon, excusez-moi, nous avions un aîné là, Linché Fulbert. Mais à Mako, on l'a connu Goujon. J'ai connu son nom bien après. Il jouait très bien au football. Hein? Mais on pensait même qu'il jouerait dans l'équipe nationale. Hein? Donc voici parmi mes aînés, les vétérans qui étaient là. J'ai failli manquer. Bon, vous avez Dira Pierre-Abel. Osengue qui a été ministre de l'information. Voici comme ça à chaud les noms que je peux citer. Une question qui embête souvent. Est-il vrai? Est-ce que c'est une hallucination? Vous vous baignez à la rivière de Likola Mosaka, derrière l'église Saint-Pierre. Est-ce que sous cette eau, sous cette rivière, il y a la statue de la Sainte Vierge Marie ou pas? Vous avez raison de me poser une telle question. Parce que dans tout Makwa, oui, les enfants de ma génération vous diront cela, que à la rivière où nous nous baignons, il y a là, dans l'eau là, la statue de la Vierge Marie. On n'a pas vérifié parce que c'était difficile de plonger, d'aller chercher cette... Mais les séminaristes, jusqu'à ma génération, vous disent que là, dans la Likola Mosaka, là, il a la statue de la Vierge Marie. Pourquoi Et souvent, on a fait des démonstrations parce que nous avions eu un cas de noyade. Nous avons eu un cas de noyade qui, quand le père Véran est arrivé, il est descendu dans l'eau, il est sorti de là avec le noyé. Et tout de suite on s'est dit, mais c'est la statue qui est au fond de la rivière là, qui a protégé ce noyé. Donc je n'ai pas vu cette statue, mais jusqu'à ma génération, on nous a dit qu'il y a une statue de la Sainte Vierge là où nous allions nous baigner dans la Likola Mosaka. Ok, je vous remercie. Je vous en prie.